Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne du lundi 13 mai 2019. Alors, nous sommes ce soir à l'école de l'Étincelle dans le quartier numéro 6. Alors, je vous souhaite donc à tous et à toutes la bienvenue ce soir. Alors, d'abord, pour ouvrir la séance du Conseil municipal, je présume que M. Éric Fortin va proposer l'ouverture de la séance du Conseil, accompagné de M. Simon Paquin. Alors, maintenant, au point numéro 2, est-ce qu'il y a des déclarations d'intérêt des élus concernant des sujets qui sont à l'ordre du jour? Alors, M. Morin. On n'y touchera pas. Alors, concernant le point 5... Écoutez, je vais répéter, c'est le point 5.3. 5.5, donc, sur la cession d'un terrain avec la commission scolaire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce point-ci? Donc, voilà. Maintenant, on arrive à l'adoption de l'ordre du jour, donc, proposé par Robert Brisebois, appuyé par Yann Maisonneuve. Ça va? Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 avril et de la séance extraordinaire du 18 avril et de la séance ordinaire du 29 avril. Alors, proposée par Nathalie Ballavance, appuyée par Brigitte Villeneuve. Ça va? Excusez, je cherche les membres du conseil, là, mais je suis un peu... ils ne sont pas dans le même ordre qu'habituellement, alors je l'air toujours... Monsieur le maire, j'étais absente. Ah, OK. Donc, ça va être M. Danny Saint-Pierre qui va appuyer. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons au dépôt de documents, M. le greffier. Merci, M. le Président. Alors, dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires, dépôt du rapport relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires, dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 24 avril et 1er mai 2019, dépôt des listes des contrats de plus de 25 000 conclus du 1er au 30 avril 2019 par le comité exécutif, dépôt des listes de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 conclus avec un même co-contractant du 1er janvier au 30 avril 2019 et dont l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000 dépôt des listes pour le mois d'avril 2019 des dépenses sous contrat octroyées par un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir, dépôt des listes des écritures d'amendements budgétaires pour le mois d'avril 2019 et dépôt de la formule de divulgation des intérêts pécuniaires modifiés en date du 6 mai 2019 du conseiller Simon Paquin. Merci, M. le greffier. Alors, nous arrivons à la toute première période des questions. Alors, pour les nouveaux citoyens ou les gens qui se joindront à nous, il y a une première période de questions d'un maximum de 30 minutes. Vous savez, la règle est très simple. Vous savez, c'est 2 questions maximum, c'est 5 minutes. Vous avez le cadran qui est à ma droite, mais à votre gauche, à vous, lorsque vous êtes au micro. Vous avez un court préambule, vous posez une première question et vous avez le droit à une seconde question. Alors, je suis donc prêt à accueillir un premier intervenant. Alors, bonsoir. Denis Renaud, bonsoir. Denis Renaud, syndicat des employés manuels de la Ville de Terrebonne. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, d'abord, une première question. Quand vous recevez des questions en ligne, est-ce que vous prenez la peine de toutes les lire ou il y a un tri qui se fait? Habituellement, l'ensemble... Vous avez 30 secondes pour répondre. Oui, en fait, l'ensemble des questions que nous recevons, je tiens à vous dire qu'on ne fait pas la révision linguistique et généralement, on essaie de résumer le plus clairement, mais dès que la question du citoyen est clairement établie, on va en faire la lecture. C'est que des fois, c'est pas... lorsqu'on reçoit un message, par exemple, à 17h moins 5, des fois, la question n'est pas très, très claire, alors il faut essayer de circoncire et de mieux résumer pour les gens qui nous écoutent. Donc, vous lisez toutes les questions? Oui, il n'y a pas de questions qui sont mises de côté. À moins que la question, il n'y ait pas de personne identifiée. Okay. La personne doit donner son nom et son adresse, évidemment. Parce que la dernière assemblée du Conseil, vous avez lu une question d'un citoyen. Je ne me souviens plus du libellé exact, mais ce que ça disait essentiellement, c'est... Il voulait connaître les demandes patronales dans la présente négociation. Vous lui aviez répondu que ça prenait l'autorisation du syndicat pour faire une telle démarche. Ce que moi, je conteste, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça mon point.
Après l'Assemblée, on a avisé votre chef de cabinet, Nicolas Dufault, que vous aviez notre permission. Ensuite de ça, à table de négociation, la semaine passée, on a avisé l'employeur que vous aviez notre autorisation de faire ça. Puis à soir, je l'ai fait de façon formelle. Vous pouvez sortir dans les médias puis sortir vos demandes. Il n'y a aucun problème. La question est la suivante. Oui. Pourquoi, la semaine passée, en négociation, vous nous avez demandé de signer un formulaire vous autorisant à les médiatiser vos demandes? Bien, en fait, M. Renaud, si vous me permettez de répondre à votre question, vous savez que la jurisprudence fait en sorte que l'employeur ne peut énoncer publiquement ses propositions patronales, parce que vous savez, comme président du syndicat, vous avez un droit de grève, mais qui est limité. Donc, vous avez l'obligation, par exemple, de maintenir des services essentiels, mais en même temps, il est de coutume et par le passé, il y a eu 2 situations, par exemple, à Montréal et Québec, où un maire a décidé d'utiliser les médias pour expliquer ses propositions syndicales. Pourquoi nous faire signer? Non, mais je termine. Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps. Oui, je vais vous laisser le temps. Ce que je veux dire ce soir, c'est que nous, par précaution, puis je pense que c'est important pour la Ville, c'est que les citoyens, en toute transparence, veulent connaître la position de la Ville, mais nous, on veut s'assurer que ça ne sera pas amené devant la Cour. Et ce qu'on demande aux syndicats, c'est tout simplement de signer la petite feuille que j'ai ici entre les mains, qui est très simple, qui nous autorise. Bien, la question, c'est si vous êtes d'accord publiquement, pourquoi vous ne la signez pas? Pourquoi on signerait ça? Pourquoi vous avez sorti un formulaire? Bien, parce qu'on veut... Est-ce que c'est une question de confiance? Ce n'est pas une notion de confiance, c'est une notion qu'au plan juridique, on veut être très clair que pour divulguer publiquement une information comme celle-ci, que le syndicat est bel et bien d'accord et qu'on ne pose pas des gestes à l'encontre des règles qui encadrent notre travail. Monsieur Plante, c'est complètement, je vais dire faux, mais je ne veux pas utiliser ce langage-là. Le syndicat, à partir du moment où lui a décidé de mettre ses demandes dans le journal, c'est sûr que ça autorise l'employeur à en faire de même. On l'a fait, nous autres. On a mis nos demandes dans le journal. C'est sûr que ça a passé un peu inaperçu parce qu'il n'y a pas de demande. Tout ce qu'on demande, c'est une convention collective d'une durée de 10 ans, puis les mêmes augmentations de salaire que tout le monde. On ne veut rien d'autre. On veut plus négocier, on veut travailler. Mais à partir du moment où on le fait, ça vous permettait de le faire. Moi, je vous pose encore la question. Pourquoi vouloir nous faire signer ce formulaire? Écoutez, M. Renaud, c'est pas parce que vous nous l'autorisez verbalement qu'on a le droit de le faire. Moi, ce que je vous demande, vous pouvez même la rédiger, cette lettre-là, à la façon que vous le souhaitez. Moi, ce que je vous dis en toute simplicité, c'est que les citoyens veulent connaître les propositions patronales. On veut les faire connaître, ces propositions patronales. Et je vous demande de signer et de nous l'autoriser pour le faire. Je fais un deal avec vous. Moi, je vais signer ce formulaire-là. Ouais. Puis vous allez signer un formulaire où vous vous engagez à ne pas utiliser la loi 24 dans les présentes négociations. Franchement, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous tentez de négocier le fait de rendre publiques les propositions patronales. Moi, ce que je vous dis ce soir, c'est qu'on veut être transparent avec la population et vous êtes d'accord. Alors, s'il vous plaît, signez donc l'autorisation. Allez-y, continuez. Encore le micro, oui. À partir du moment où vous avez appelé aujourd'hui Jean-Marc Gilbert du Journal de la Revue pour parler du contenu de la table de négociation, parce que c'est ça que vous avez fait aujourd'hui. Bien oui. Vous avez dit à Jean-Marc Gilbert, le syndicat refuse de signer l'autorisation. Ça a été discuté à une table de négo. Vous avez commencé déjà à parler de ce qui se passe à la table de négociation. Absolument pas. Bien, c'est pas vrai ce que je viens de dire. Moi, la simple chose que je vous ai dit... C'est pas ça que vous avez fait aujourd'hui? Je vais vous laisser compléter. Ou non, allez-y, je m'excuse. Ça va? Allez-y. Écoutez, M. Renaud, puisque c'est le temps incomplet, ce que je veux vous dire, puis je vais être très clair sur une chose, moi, je ne négocie pas sur la place publique. Ce que je souhaite, c'est de faire connaître les propositions patronales de façon à ce que, de façon équitable, qu'à la fois le syndicat et la Ville puissent présenter les enjeux de cette négociation. Vous avez fait le choix de les rendre publics et ça vous appartient. Je pense que les citoyens nous demandent aussi de les rendre publics et c'est ce que nous voulons faire avec votre autorisation. Et ça vous appartient. Notre autorisation, vous l'avez. Ça a été fait de façon formelle, mais à soir, vous l'avez au micro du Conseil de Ville. Je comprends. Faites-le. Je vous demande juste une chose. Si vous le faites, vous allez tout divulguer. Toutes les demandes que vous avez, au complet, pas de façon partielle.
Puis j'espère que vous allez dire, quand vous parlez à un journaliste, que la semaine passée, l'École bleue ont accepté un gel de salaire de 5 ans. J'espère que ça, au moins, vous allez en parler, parce que c'est vous qui avez commencé à parler du contenu de la table de négociation en disant « Hey, le syndicat a refusé. » Hey, ça se passe en égo. Mais lors de la séance de négociation, le syndicat a accepté que les Bleus soient gelés pour une période de 5 ans. Il y avait une condition, évidemment. La condition, c'était que tout le monde soit gelé pendant 5 ans. Parce qu'il n'est pas question que les Bleus financent l'hôtel de ville tout seul, là. Monsieur Renaud, je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Renaud, je vous arrête, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Et jamais j'ai émis cette... Non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Si je peux finir, merci. Comme je disais, de façon, pour être équitable, il faut que tous les groupes, y compris les élus, aient un gel de salaire d'une période de 5 ans, puis là, on va embarquer dans le gel de salaire. Mais en attendant, il n'est pas question qu'on fasse les frais d'un éventuel hôtel de ville qu'on a abassé ou de d'autres rêves un peu insensés. Mais on vous offre, ici, comme j'ai fait à la table de négociation, que les Bleus acceptent un gel de salaire d'une durée de 5 ans. L'offre est sur la table. Merci. Alors, prochain intervenant. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous me permettez. Oui. Juste, mais je veux juste dire, c'est une période de... Je veux juste m'assurer. Oui, non, mais en fait, si vous me permettez, là, je veux juste intervenir entre vous deux. Je ne veux pas me mélanger je veux pas me mêler des détails là, de toutes vos négociations. Il y a bien des choses que j'ai entendues dire dans les différentes séances, ça, puis je réalise finalement que, bon, je suis pas mal dans l'ignorance au niveau de certains détails, au niveau de la nature des négociations actuellement. Je reçois plusieurs citoyens qui m'appellent aussi au niveau de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les négociations. Mais il y a une chose, en fait, qui m'inquiète, puis je veux juste vous entendre par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est maintenant des négociations avec l'École bleue, justement? Est-ce que vous comptez aller négocier jusqu'au bout ou bien, finalement, vous comptez recourir à la loi 24? Où est-ce qu'on en est, en fait, par ce processus-là? Parce que moi, en fait, je vais vous dire honnêtement, je pense qu'imposer une négociation collective, là, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur outil en ce moment pour le climat. Moi, ce que je veux vous dire, M. Michaud, puisque c'est une période de questions des citoyens, mais je vais répondre. Je sais, mais c'est parce que je vois ces échanges-là depuis un certain temps, puis finalement, je réalise que il y a des bouts qui m'échappent. Puis moi, la chose que je veux savoir, est-ce que finalement, vous allez négocier jusqu'à la fin ou finalement vous allez recourir? À ce moment-ci, puis je vais être très clair sur ce point-là, notre objectif, c'est de négocier de bonne foi. On a, je pense, présenté une proposition patronale qui est sérieuse. Vous savez que quand on négocie, on présente des choses. On sait qu'il y a des bonifications qui vont s'ajouter, des éléments qui vont varier. Mais nous, notre objectif, c'est aussi de présenter nos éléments aux tables de discussion pour pouvoir les faire avancer. Puis notre objectif, ce n'est pas de négocier sur la place publique. Et moi, je tiens à vous dire que les orientations de nos équipes, c'est de discuter de bonne foi, et c'est l'orientation, et je m'attends à ce que tous les membres du Conseil, on ne se mette pas à faire de la politique autour de ça. Je vais être très clair avec tous les citoyens. Il n'y a pas d'objectif d'imposer quoi que ce soit. Notre objectif est très clair, c'est ce que j'ai communiqué publiquement aux citoyens, c'est on veut un maximum de productivité, on veut revoir l'organisation du travail. C'est ce que j'ai dit précédemment dans les autres séances du Conseil, et c'est dans cette direction-là qu'on veut demeurer. Et il n'y a pas d'avenue à ce moment-ci d'imposer quoi que ce soit. Nous, notre objectif, c'est vraiment de négocier de bonne foi, et là, je ne reviendrai pas sur des discussions de ce qui se passe à ces tables-là, parce que là, à un moment donné, vous conviendrez que ça ne serait pas admissible de le faire ce soir. Ça va? Là, vous ne fermez pas la porte, par contre. Là, c'est quand même... non, mais la question, ce n'est pas d'ouvrir ou de fermer la porte. Il y a une étape, il y a une succession, et moi, je fais le choix de la négociation de bonne foi, et c'est ça l'orientation que j'ai. Et je vais vous dire, je ne commencerai pas à menacer qui que ce soit de autre chose. Moi, mon objectif, c'est une entente de bonne foi avec tout le monde. C'est ça l'orientation que j'ai, et c'est ce que je souhaite que tous les partis puissent discuter à la table de négociation. Point à la ligne. Ça marche. Ça va? Il y a une citoyenne qui était déjà là. Alors, vous ne pouvez pas revenir après 5 minutes, M. Renaud. Merci. Allez-y. Le micro est ouvert, oui? Oui, oui. OK. Oui, c'est important. Vous venez de mentionner qu'il y avait des gains à faire sur la productivité. Mais tout le monde s'entend là-dessus. Nous autres, ça fait 1 an et demi syndicalement qu'on dépose des projets à l'employeur pour améliorer l'organisation de travail.
Ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. Le litige, puis vous le savez très bien, il n'est pas là-dessus, il est sur le reste. Ce qu'on appelle le normatif et les augmentations de salaire. Parce que sur l'organisation de travail, on a des propositions très, très intéressantes pour vous. Hein, on les a chiffrées à un moment donné avec l'employeur. Ça se situe dans l'ordre d'à peu près 200-250 000 par année que la Ville récupérait sur l'organisation de travail. Puis ça, on a toujours été ouvert pour en discuter. Ça fait 1 an et demi qu'on dépose des projets. La problématique, puis vous le savez, c'est sur le reste. Merci. Alors, madame? Oui, bonjour. Mon nom est Lorraine Léger. Je suis de 2513 la rue Patrick. Juste retire votre nom, je ne l'ai pas bien entendu. Léger. Et votre prénom? Lorraine Léger. Parfait, de Lorraine rue Léger. Patrick à Lachenin. Parfait. Concernant le privilège qu'on avait, les 65 ans et plus, pour les cours qui étaient gratuits par la Ville, qui vont être coupés à partir des prochaines inscriptions en l'été, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on nous coupe. D'accord, c'était un privilège, mais quand même, c'était un privilège qui était très bien accepté, qui ont participé beaucoup, et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on Comment nous la coupe. décision s'est prise? Écoutez, Oui. le Conseil a pris une décision à cet effet. Je laisserai mon collègue Simon Paquin, puis au besoin, je pourrais compléter, là, sur quoi que ce soit. Monsieur Paquin? Bonjour, Madame Léger. Dans le fond, il y a eu une révision avec l'étude budgétaire qui a eu lieu pour faire le budget 2019. Il y avait un enjeu d'avoir de près de 230 000 de gratuité qui était offerte aux aînés. Et l'enjeu qu'on y voyait, c'est qu'il y avait beaucoup d'abus de certains aînés qui s'inscrivaient à 3-4 cours, voyaient s'ils aimaient le cours, puis après ça, l'abandonnaient. On se ramassait avec des classes, sous l'expression classe, là, mais à moitié vides. Alors, est-ce que c'est un ticket modérateur? Ça peut être vu comme ça. Ce qu'on a voulu en commission municipale avec mes collègues, c'est revoir la façon et on s'est comparé aussi aux autres municipalités environnantes, mais aussi à la grandeur du Québec. Et on était l'une des seules, voire la seule ville sur la couronne nord de Montréal et un peu partout dans les 10 grandes villes au Québec à offrir la gratuité complète de ces activités pour les gens de 65 ans et plus. Et quand on regarde ce qu'on a proposé comme changement, soit le coût soit maintenant à 50 du coût régulier, on est encore la municipalité la plus généreuse envers les gens de 65 ans et plus. Et ce qu'on a voulu pour ne pas brimer les gens à faible revenu, tous les citoyens de 65 ans et plus qui ont le supplément de revenu garanti ont le droit à la gratuité complète pour participer aux activités. Les suppléments, là, il faut qu'ils soient en dessous du seuil de la pauvreté. Et puis, les 60 ans, les 65 ans qui ont droit à revenu de pension de vieillesse, ça 500 quelque chose par mois, là. Pas par semaine, là, par mois. Puis s'il y en a dans toute la gang qui s'inscrivent puis qui ne vont pas, pourquoi pas demander de payer ceux-là plutôt que ceux qui étaient toujours là? Parce que tous les après-midi que moi je suis allé, c'était tout le temps plein. Aller au Moulin à l'exposition, là, c'est qui expose là? C'est tous des 60, 65 ans et plus qui sont là. Puis tous les après-midi, là, c'est toutes des personnes de 60, 65 ans et plus qui sont là. C'est pas des jeunes qui sont là, ils sont à l'école ou ils sont au travail, là. Alors, s'il y en a qui s'inscrivent puis qui ne vont pas au cours, bien, taxer ceux-là au lieu de taxer ceux qui y vont. Madame Léger, je pense qu'il y a aussi d'autres aspects qu'il faut ajouter. Vous savez, l'enveloppe budgétaire concernant la gratuité des différentes activités, il y a 4 ans, elle était, lorsque le programme a été lancé, se chiffrait à environ 70 000 par année. L'an dernier, elle a franchi le cap des 250 000 ce qui fait qu'au plan budgétaire, de plus en plus dans les différents services, la première chose où les coûts explosaient, c'était vraiment la quantité d'activités gratuites qui étaient offertes. Le choix du Conseil qui est proposé aujourd'hui, par exemple pour les activités piscine, prenons cet exemple-là parce que les gens nous ont posé la question, c'est que dorénavant, ils vont payer seulement 50 du coût, alors que tous les autres citoyens vont payer 100 du coût. Et par exemple, pour des cours de piscine, 10 sessions,
vous avez 10 cours, c'est environ 60 le coût d'inscription. Mais pour un aîné, le coût va devenir 30 Oui, On s'entend? mais là, vous ne parlez pas des cours qui est 140 par exemple. À ce Il y en moment-là, a- 140 ça devient 70 piastres. Oui, c'est ça, la exactement. session, là. Mais C'est plus 30, là. je tiens quand même à préciser que tous les autres citoyens vont assumer 100 des coûts, mais pour nos aînés, ça va être 50 pour la première activité. La deuxième, je crois que ça grimpe à 60 de rabais, donc ça croît avec le nombre d'activités. Mais ce qui est le plus important de vous dire, c'est qu'à Terrebonne, on a peut-être l'équivalent de 10 000 aînés. Mais la fameuse enveloppe de 250 000 là, elle bénéficiait à quelques centaines d'aînés et non les 10 000 aînés de Terrebonne. Je veux juste vous dire, le Cité Génération 55+, qui offre une série d'activités qui n'est pas gratuite, hein, je tiens à préciser, parce qu'à Cité Génération, les gens assument une petite contribution. Annuellement, la Ville de Terrebonne dépense 250 000 pour la gestion et l'administration de toutes ces activités-là qui touchent 2000 aînés, 20 des aînés de Terrebonne. Ce que je veux vous dire, c'est que la contribution municipale était très imposante et ce que ça faisait en sorte, c'est que dans les faits, on faisait de moins en moins d'activités parce qu'on réalisait qu'en bout de piste, ça coûtait très cher développer des activités. Alors, la révision a voulu mettre ça modéré, puis on n'est pas fermé au conseil municipal à réfléchir s'il y a des aspects ou certains types d'activités, dont notamment le bain libre à la piscine, hein, M. Paquin, qui est gratuit en totalité pour les aînés, alors que pour les adultes et les enfants, il y a une tarification à l'utilisation. Alors, on a maintenu les bains libres gratuits, alors que ce n'est pas du tout la norme là, dans aucune municipalité au Québec en ce moment. Là. C'est gratuit, le bain libre. C'est gratuit, oui, mais il y en a encore bien dans tous les autres cours qui sont plus dispendieux, qu'il y avait beaucoup d'aînés qui participaient. À ce moment-là, on est coupé complètement. Mais la tarification, c'est 50 du prix. Là, oui, on 50 se comprend, mais à 140 piastres le cours, ça devient 70 piastres la session. oui, Donc, je partage votre point de vue. Son micro. Comme ici à Terrebonne, vous savez qu'on a le transport en commun gratuit pour nos aînés et ça, c'est maintenu aussi depuis nombre d'années. Oui. Non, plus que ça. Plus que ça. Je comprends, madame. Madame, le temps étant écoulé, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Raymond de Ricard. Je demeure dans le secteur Lachemay. Oui. J'ai eu une contravention 10 mois après que ça soit passé. Quand on m'a appelé pour me dire que j'étais pour avoir une contravention parce que j'ai pesé sur un mauvais piton, j'avais un... Comment qu'on dirait, donc, pour les voleurs ou les Système d'alarme. Oui, un système d'alarme, ADT. Et puis, j'ai pesé à mauvaise place. Puis je m'en allais, moi. Je sortais cette journée-là.
Alors, je suis partie, mais la police est venue à la maison, elle, vérifier les portes, puis la porte de garage, ces affaires-là. Ils n'ont rien trouvé. Là, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit que j'étais pour avoir une contravention. Moi, j'ai demandé, j'ai écouté un peu, là, je n'ai pas fait exprès, là. C'est une erreur que j'ai faite. Oui, mais ils avaient dérangé un policier. Mais le policier, en réalité, il était là pour travailler. Vous savez? Fait que je ne vois pas pourquoi. Ils m'ont envoyé une contravention 10 mois après. Ça m'a coûté 100 $, cette contravention-là. Puis quand c'est arrivé, ça, la contravention, au mois d'avril, l'année passée, était de 30 $. Là, parce que je l'ai reçu 10 mois après, qu'il me l'a envoyé 10 mois après, Écoutez, madame, pendant que ça va, je laisserai peut-être à M. Archambault qui va prendre vos coordonnées puis qui pourra faire un suivi là, spécifiquement. Mais ce que je comprends, c'est que vous faites référence au règlement lorsqu'un appel d'urgence, que ce soit police ou pompier, et que l'appel s'avère être soit un système d'alarme qui a été déclenché par erreur. Ouais. Monsieur Saint-Pierre, allez-y. Oui, bonjour, madame. Je vais juste donner simplement Bonjour. Je vais donner juste quelques petites explications. Pour le délai, je vais laisser Maître Archambault faire les vérifications. Mais pour l'explication du règlement à ce niveau-là, l'orientation veut que dans les services d'urgence, les fausses alarmes d'intrusion ou d'incendie créent beaucoup de risques pour les intervenants en milieu d'urgence. Autrement dit, quand il y a une alarme, le but de ça, de diminuer les fausses alarmes, c'est d'éviter qu'on ait des véhicules de police ou des camions d'incendie qui se déplacent en urgence, pensant qu'il y a un événement fondé. Oui. Donc, avec l'arrivée de ces règlements-là, je n'étais pas à Terrebonne à ce moment-là, mais c'est pas mal partout même au Québec, le but de ça, c'est de limiter l'impact, c'est limiter le risque sur la route pour les policiers, les pompiers, peu importe l'intervenant en milieu d'urgence. oui, mais moi, qu'est-ce que je veux comprendre, là, c'est parce que quand ils m'ont appelé pour me dire ça, là, ils m'ont dit, c'est bien, madame, on va s'arranger, je n'en payerai pas de contravention. Mais la deuxième fois, par exemple, là, vous allez en avoir une. Mais non, 10 mois après, ils m'envoient la contravention qui était de 30 $, qui a monté à 100 $. C'est pour ça que je vous dis, c'est M. Maître Archambault qui va faire les vérifications. C'est ça, on va faire les vérifications. S'il y a eu une erreur, ce qui est important de souligner, c'est que je crois que dans le règlement, la première fois que ça arrive, la personne reçoit un avertissement. Malheureusement, si jamais ça arrive plusieurs fois et que c'est successif, de faire déplacer des services d'urgence, malheureusement, il y a une contravention. La contravention vise à ce que la personne puisse soit avoir un système qui soit adapté ou etc. Mais pour votre dossier, M. Archambault, Maître Archambault, est-ce que vous avez les coordonnées de madame? Oui, comme je vous ai dit à Mme Ricard avant la séance, j'ai pris vos coordonnées, Là, donc je vais pouvoir faire le j'ai donné suivi. le mauvais numéro de téléphone. OK. Je vais aller vous voir tout à l'heure. Oui, dites-les pas au micro, par exemple. Dites-les pas au micro, non. Le dernier qui a fait ça, là, c'était pas une bonne idée, non. Ouais, J'ai tout déplacé, je comprends, là, mais hein? faites pas ça. Ben oui. Bon. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Bonsoir. Alors, je voulais vous dire, monsieur le maire, que dans le passé, une première infraction, on ne payait jamais rien. Effectivement. Alors, c'est encore ça, Oui. mais moi, personnellement, j'ai eu affaire justement par erreur d'avoir pesé le bouton en plaçant des choses dans ma voiture, et moi, j'ai toujours payé. La première et la deuxième infraction, c'est 30 $. Et auparavant, c'était gratuit la première fois. Alors, moi, j'ai pas eu de gratuité. C'est sûrement comme ça pour tout le monde. Je voulais juste vous le dire parce qu'il faudrait peut-être le vérifier. Si vous êtes sur l'ancien règlement, il ne devrait pas avoir de 30 $ à payer pour une première infraction. On va faire la vérification pour s'assurer là, que est-ce que l'application, est-ce que le système est problématique, quoi que ce soit, on va faire la vérification à cet effet. Oui, OK? merci. Merci. Alors, si je ne vois personne d'autre au micro, alors je dirais donc à la période de questions en ligne. Alors, la première question en ligne, elle nous vient de M. Normand Jacques.
Alors, bonjour à vous, je me nomme Normand Jacques, je suis citoyen de Terrebonne-Ouest depuis 22 ans. Ma question va comme suit, et est-ce que ce serait possible d'interdire les souffleurs à feuilles entre juin et septembre? Non seulement c'est très bruyant selon lui, mais aussi très polluant et la poussière ne fait que se propager et propage également des bactéries à son avis. Vous savez, quand à la question, j'ajoute « à son avis », c'est que je ne veux pas que les gens croient que c'est mon avis. C'est important de le souligner. Donc, la réponse à M. Normand Jacques. Alors, pour répondre à sa question, le règlement sur la nuisance prévoit qu'il est interdit d'utiliser un tel équipement par règlement entre 21 h le soir et 7 h le matin. Il est également interdit pendant les heures permises d'émettre un bruit supérieur à 55 décibels. Pour l'enjeu de la pollution, vous comprendrez que cet appareil ne pollue pas plus qu'une tondeuse et les tondeuses sont aussi permis actuellement sur le territoire. Alors, vous comprendrez qu'à ce moment-ci, le Conseil n'envisage pas modifier le règlement. Je ne veux pas l'exclure totalement pour l'avenir, mais à ce moment-ci, ça ne figure pas nécessairement en tête de priorité. Alors voilà, M. Normand Jacques. La seconde question, c'est « Bonjour, dans la planification de la ville, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu afin de permettre aux gens qui ont des embarcations de pouvoir accéder au fleuve sans frais? » Elle ne connaît pas tous les parcs de Terrebonne dans le secteur Lachenay, mais il y aurait certainement quelque chose à faire. Les villes où passe un cours d'eau ont généralement une rampe de mise à l'eau gratuite pour les résidents. Donc, Mme Lise Baillargeon, tout d'abord, comme vous le savez, la ville de Terrebonne, avec un partenariat avec la CMM, a l'an dernier inauguré un premier quai d'accès, un quai pour la pêche, évidemment, dans le secteur de Lachenay, au parc Aristide-Laurier. Évidemment, ce quai-là ne permet pas de petites embarcations puisque le quai n'a pas été conçu pour cela. Mais cet été, il y aura, si je ne m'abuse, un projet pilote pour que les gens puissent faire des découvertes sur la rivière des Mille-Îles en circulant sur un ponton. Donc, comme on l'a déjà vu là, dans le cadre de la fête de la pêche qui a généralement lieu au début juin. Mais à ce moment-ci, pour avoir un accès direct au fleuve, et donc, comme vous le savez, la ville de Terrebonne n'a pas d'accès direct au fleuve, c'est par la rivière des Mille-Îles. À ce moment-ci, la partie où il pourrait y avoir une rampe d'accès est relativement mince sur notre territoire. Et actuellement, on n'a pas de terrain qui donne accès directement à la rivière des Mille-Îles, dont nous sommes propriétaires et pour lequel on pourrait obtenir une permission du ministère de l'Environnement pour établir une telle rampe. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, est-ce que dans l'avenir, la ville pourrait se retrouver propriétaire de certains terrains et de planifier un tel projet? Je pense que ça mérite d'être réfléchi, mais il va falloir d'abord le planifier au plan budgétaire parce qu'à ce moment-ci, il n'y a pas de réserve budgétaire qui est prévue à cet égard. Donc, voilà pour Mme Baillargeon. Alors, c'est ce qui met un terme à la toute première période de questions en ligne et des citoyens. Alors, Monsieur le greffier, on est maintenant rendu au point 5.1. Merci, Monsieur le Président. Alors, au point 5.1, il est résolu que le règlement modifiant le règlement numéro 648, décrétant des travaux de construction d'un poste de pompage des eaux usées sur la rue Yves-Blais dans le projet de la croisée urbaine, afin d'augmenter de 2 454 000 le montant de l'emprunt, soit adopté sous le numéro 648-1. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Au point 5.2, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 695-1, modifiant le règlement numéro 695, décrétant des travaux de reconstruction du poste de pompage industriel ouest et de la conduite de refoulement afin d'augmenter de 4 668 800 le montant de l'emprunt admissible au programme TEC 3 et de modifier la répartition des coûts des travaux.
Alors, c'est dépôt et avis de motion fait par M. Serge Gagnon. Au point 5.3, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du projet de règlement numéro 732 sur la gestion des fossés et l'installation de ponceaux. Alors, le dépôt et l'avis de motion est fait par Mme Nathalie Bellavance. Au point 5.4, suivant la recommandation du comité exécutif, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne retire le caractère public au lot 1 946 529 du cadastre du Québec aux terrasses Saint-Charles, afin que ce dernier soit désormais inclus au domaine privé de la ville de Terrebonne et autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne l'acte de transfert de propriété pour la vente des lots à la Société Québec Inc., représentée par M. Patrice Saint-Pierre au montant de 696 816 $, et ce conditionnellement à l'acceptation du PIA relatif au dossier. Que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte la promesse d'achat des 10 lots présentée par la Société Québec Inc., les habitations Trigone, datée du 17 avril 2019. Que Maître Geneviève Guy, notaire, soit et est mandaté pour la confection de l'acte de transfert de propriété et que les frais relatifs à la désaffection des conduites, au réaménagement de la rue du Doré Jaune et relatifs à la transaction soient à la charge de l'acheteur. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Nathalie Lepage. Au point 5.5, suivant la recommandation du comité exécutif, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la ville de Terrebonne la promesse de cession par la ville de Terrebonne en faveur de la commission scolaire des affluents aux fins d'une école d'enseignement primaire dans le secteur Urbanova, et ce, selon les conditions suivantes: la cession à titre gratuit, l'obligation pour la commission scolaire de construire une école à l'intérieur d'un délai de 3 ans et l'obligation pour la commission scolaire d'offrir à la ville de Terrebonne de racheter l'immeuble, terrain et bâtiment pour la valeur du bâtiment seulement, advenant la fermeture de l'école. Que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la ville de Terrebonne, l'acte de cession à être préparé par le notaire désigné par la commission scolaire des affluents. Alors, c'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par M. Réal Leclerc, avant qu'on aille au point suivant. Vous savez, pas plus tard que ce soir, je crois que je vais signer les documents de la cession de ce terrain-là. Il y a eu une consultation au cours des dernières semaines dans le secteur pour établir une nouvelle école primaire qui est tant attendue. Je profite de notre présence ici aujourd'hui à l'école de l'Étincelle parce que dans le remaniement des bassins, beaucoup d'enfants qui sont ici à l'école vont probablement se retrouver dans cette nouvelle institution qui va desservir, et je tiens à le préciser, Urbanova Est, donc dans la commission scolaire des affluents. Alors, les gens qui connaissent Urbanova, c'est pas dans ce secteur-là, c'est vraiment dans le secteur du boulevard Plaisance, Plateau Plaisance, qui s'en va vers la côte Terrebonne. Donc, une nouvelle école primaire qui va se construire et qu'on souhaite être prêt pour septembre 2020. Donc, je sais que c'est une école qu'on attend, là, qui est autorisée depuis 2012. Alors, je pense que les membres du conseil sont tous heureux là, qu'enfin, on voit le dévouement de cette école. Puis je veux saluer Yann Maisonneuve, là, qui a fait un suivi très particulier là, pour que ce dossier-là avancerait bien. Donc, voilà. Merci. Merci. Alors, au point 5.6, attendu que le projet de loi numéro 108, la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'autorité des marchés publics, a été sanctionné le 1er décembre 2017. Attendu que la Ville, suite à l'adoption de ce projet de loi, doit se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique. Attendu la recommandation du comité exécutif du 7 mai 2019, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adopte la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré mise en application à compter du 25 mai 2019. Alors, c'est proposé par Mme Nathalie Bellavance, appuyé par M. Simon Paquin. Monsieur le directeur général ferait complément d'information sur ce point-là, très précis. Là. Alors, cette mesure est nouvelle. Vous savez, le gouvernement a adopté au cours des dernières années plusieurs lois et règlements pour
diminuer les chances de collusion, de corruption et pratiquer l'ouverture des marchés publics. Une de ces mesures-là entre en force le 25 mai, dans quelques jours, et vise à faire en sorte à donner un lieu où des soumissionnaires pourront se plaindre du processus des soumissions que la Ville a suivi, pourront se plaindre du devis, de la façon dont c'est procédé. Si, par exemple, ils pensent que le devis est fait pour avantager telle entreprise parce qu'il fixe un produit spécifique qu'on cherche, plutôt que de dire tout ce produit-là est tout autre équivalent, bien, les soumissionnaires vont pouvoir se plaindre à la Ville et c'est le service des affaires juridiques et du greffe qui va entendre la plainte et possiblement reviser donner raison au plaignant et à ce moment-là, faire reviser nos devis ou la possibilité que le contrat soit donné, plutôt que, parce qu'actuellement, c'est le service des finances et de l'approvisionnement qui est responsable de la gestion des soumissions. Alors, ça n'aurait pas été logique de lui donner à lui la possibilité de reviser la décision. Alors, on la confie au service des affaires juridiques et du greffe. Et si le plaignant n'est pas satisfait de la décision, il pourra aller à l'AMP, l'Autorité des marchés publics, qui vient d'être créée par le gouvernement en remplacement de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Alors, l'Autorité des marchés publics qui pourra réexaminer la décision prise par la Ville. Alors, c'est un mécanisme de plus pour assurer que les soumissionnaires soient traités avec le plus d'équité possible. Et je pense que c'est important pour les gens que c'est une distinction. Si c'est des situations de collusion ou de fraude, ce n'est pas de ce côté-là que ça va être géré, c'est du côté du Bureau d'intégrité formé à Laval et Terrebonne, qui, lui, s'occupe plutôt du volet fraude, collusion, malversation. Alors, c'est important de vraiment faire la distinction entre une plainte, par exemple, il y a un élément dans le devis qui serait problématique et qui favoriserait une entreprise plutôt qu'une autre, ça, c'est une plainte. Alors que dans un cas de malversation ou de collusion, ça, c'est ce qu'on appelle du côté policier, enquête, et donc auprès du Bureau de l'intégrité. On voulait ce soir prendre le temps de vous l'expliquer pour que les gens comprennent bien vraiment les changements et que ce soit fait en toute transparence dans les circonstances. Ça va? Monsieur le greffier. Merci. Au point 5.7, attendu que la Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétences fédérales. Attendu que le congrès annuel et le salon professionnel de la Fédération canadienne des municipalités aura lieu du 30 mai au 2 juin 2019 et que l'Assemblée générale annuelle s'y déroulera suivie de l'élection du conseil d'administration. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne appuie l'élection du conseiller municipal Yann Maisonneuve à titre de membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités pour la période débutant en juin 2019 et terminant en date de juin 2020. Que le dit conseil assume tous les coûts liés à la participation du conseiller municipal Yann Maisonneuve aux réunions du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Merci. Alors, proposé par Éric Fortin, appuyé par Nathalie Ricard. Je présume, M. Maisonneuve, que vous acceptez ce qu'on indique. Effectivement, M. le maire. En fait, je tiens à remercier tous et chacun, mes collègues du conseil, d'avoir entériné cette demande-là. Je peux dire que pour la Fédération canadienne des municipalités, il y a des travaux très importants qui se font. Si je parle pour les gens à la maison et dans la salle, pour les citoyens, c'est quoi la FCM? C'est la Fédération canadienne des municipalités. C'est le penchant canadien, si on veut, comme de l'Union des municipalités du Québec. Ça contient plus de 2000 municipalités à travers le pays. Ça couvre 90 % du territoire du Canada. Et souvent, les demandes sont effectivement directement faites au niveau canadien, donc au niveau du gouvernement fédéral. Et puis, si on parle, par exemple, la taxe qu'on a eue, le sous pour le programme TEC, qui nous aide beaucoup, à ce moment-là, ça a été une des initiatives qui a été demandée par la Fédération canadienne des municipalités. Donc, je vais représenter la Ville. Je pense qu'il y a beaucoup, comment je vais dire, peut-être
comment je pourrais dire ça, de prendre l'initiative un peu plus à Terrebonne et puis de faire des représentations. Puis je pense qu'à Québec et à Ottawa, on va être capable d'avoir une voix. Fait que je pense que c'est une très bonne chose. Donc, je serai encore une fois à remercier mes collègues. Merci. Monsieur le greffier. Merci. Au point 6.1, suivant la recommandation du comité exécutif du 1er mai 2019, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne permette que le financement temporaire des règlements d'emprunt se fasse sous forme de marge de crédit globale pour l'ensemble des emprunts temporaires pour des dépenses d'investissement totalisant un maximum de 75 millions en attendant le produit de la vente des obligations à émettre en vertu des règlements d'emprunt adoptés et que tous les prêts temporaires existants, sous forme de marge de crédit ou prêts à terme par règlement d'emprunt, soient fermés et transférés vers la nouvelle marge de crédit globale. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Yann Maisonneuve. Au point 7.1, il est résolu que le règlement modifiant le règlement numéro 501 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Terrebonne soit adopté sous le numéro 501-2. Alors, c'est proposé par M. Serge Gagnon, appuyé par Robert Brisebois. Au point 7.2, attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour les travaux de reconstruction du poste industriel ouest et de la conduite de refoulement et qu'un avis d'appel d'offres a été publié le 16 janvier 2019. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 19 février 2019. Attendu que la soumission de la société Eurovia Québec Grand Projet s'est avérée la plus basse conforme. Attendu la recommandation du comité exécutif du 7 mai 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Eurovia Québec Grand Projet Inc., datée du 19 février 2019, pour les travaux de reconstruction du poste industriel ouest et de la conduite de refoulement, le tout pour un montant de 8 226 110 $ à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 695-1 et que le dit mandat soit conditionnel à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement 695-1 augmentant le montant de l'emprunt. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Réal Leclerc. Au point 8.1, attendu les demandes déposées par les requérants dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2019, lesquelles font partie intégrante de la présente résolution. Attendu qu'un avis a été publié le 26 avril 2019 sur le site Internet de la Ville. Par ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme suivantes. Donc, pour la première, pour le 1861 rue Florent, que le conseil municipal autorise que la marge latérale pour une fenêtre en B faisant accord avec le bâtiment soit de 0,85 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 1,5 m, que l'empiètement pour une fenêtre en B faisant accord avec le bâtiment soit de 1,1 m, alors que le règlement prévoit un maximum de 1 m, et que la marge latérale pour une cheminée faisant accord avec le bâtiment soit de 0,36 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 0,6 m. Alors, c'est proposé par M. Réal... non, à la toute fin. C'est la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient au micro sur ce point-là? Non. Donc, pour la deuxième, pour le 305 carré Gaby, il est proposé que le conseil municipal autorise, dans le but de subdiviser le lot 2 918 433, la superficie d'un lot à bâtir projeté à 955,1 m², alors que le règlement de zonage prévoit un minimum de 2000 m², et que la superficie d'un lot bâti projeté à 1301,1 m², alors que le règlement de zonage prévoit un minimum de 2000 m². Je vois personne au micro. Pour la troisième, pour l'adresse située au 10-15 rue de Grandchamp, il est proposé que le conseil municipal autorise, dans le but de permettre un projet d'agrandissement résidentiel, la réduction de la marge latérale à 1 m, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 2 m. Je vois personne au micro. Merci. Dans la quatrième, pour la rue Michel, les lots 4 683 536 et 4 683 537, il est proposé que le conseil municipal autorise pour un projet de subdivision, afin de céder 3 lots à bâtir, la réduction de la largeur minimale des lots projetés à 13,8 m, alors que la charte de lotissement prévoit une largeur minimale de 15 m. Je vois personne au micro.
Pour le 5e, pour l'adresse située au 6184 rue d'Angora, il est proposé que le conseil municipal autorise, dans le cadre d'un projet intégré visant la construction de 48 unités d'habitation contiguës avec garage, l'augmentation de l'empiètement de construction souterraine, chambre froide projetée à 2,43 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres. Je vois personne au micro. Et finalement, pour le 1155 rue du Loiret, il est proposé que le conseil municipal autorise, pour l'agrandissement de l'habitation unifamiliale, la réduction d'une marge latérale à 1,86 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 2 mètres, ainsi que la réduction d'une marge latérale à 1,05 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum d'1,5 mètre. Je vois personne au micro. Alors maintenant, M. Réal Leclerc, appuyé par Mme Brigitte Villeneuve. Ça va? Au point 8.2, attendu la demande présentée par les requérants dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande, telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2019, lesquelles font partie intégrante de la présente résolution. Attendu qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2019 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations de PIA énumérées aux points 1 et 2. Alors, c'est proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Merci. 8.3. Au point 8.3, attendu la demande du requérant relative à une demande d'usage conditionnel pour l'immeuble situé au 1935 rue Thomas Edison. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2019, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise pour l'immeuble situé au 1935 rue Thomas Edison, portant le numéro de lot 6 74 235 du cadastre du Québec, l'usage de services de débosselage et de peinture automobile à titre d'usage conditionnel. Alors, c'est proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. 9.1. Attendu le programme de soutien financier aux opérations pour les organismes de sport, loisirs et culture pour jeunes et pour lequel 10 demandes de subvention ont été déposées. Attendu que le programme de subvention prévoit le versement d'une subvention annuelle par participant résident âgé de moins de 25 ans, à laquelle peut s'ajouter une bonification. Attendu la recommandation du comité exécutif, par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde une aide financière aux organismes décrits ci-dessous, le tout dans le cadre du programme de soutien financier aux organismes du milieu. Et donc, pour l'organisme, le 27e groupe Scout-Lachenay, un montant de 555 $. Pour l'Association du baseball mineur de la Plaine, un montant de 1 559 $. Pour l'Association du baseball mineur de Terrebonne, un montant de 5 608 $. Pour le club de boxe L'Impérium, 3 051 $. Pour le club de gymnastique Via Gym Inc., un montant de 6 397 $. Pour le club de judo de Terrebonne, un montant de 545 $. Pour le club de judo Lachenay, un montant de 733 $. Pour le club de soccer La Plaine Inc., un montant de 8 515 $. Pour le club de soccer de Terrebonne Inc., un montant de 21 072 $. Et pour la Ligue de hockey balle junior du Québec, un montant de 1 505 $. Le tout pour un total de 49 540 $. Alors, c'est proposé par M. Éric Fortin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 9.2, attendu l'adoption par le conseil municipal le 22 mars 2010 de la politique de reconnaissance aux organismes. Attendu que les organismes suivants ont manifesté le désir d'être reconnus par la municipalité et ont répondu avec satisfaction aux exigences demandées en complétant le formulaire et en fournissant les documents demandés. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal reconnaît pour une période d'1 an, soit du 13 mai 2019 au 12 mai 2020, les organismes suivants à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité, à savoir le Club de judo de Terrebonne, la Croix-Rouge section Les Moulins, Dianova Canada, la CPE La Cigogne et l'Atelier spécialisé Les Moulins. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. Au point 9.3, suivant la recommandation du comité exécutif, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, le protocole d'entente à intervenir avec le Grand Montréal Comique et la Société de développement culturel de Terrebonne, la SODEC,
relativement à la tenue de la première édition du Grand Montréal Comique à Terrebonne, le tout pour un montant de 100 000 $. Alors, proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Simon Paquin. Au point 9.4, suivant la recommandation du comité exécutif, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adopte le bilan de la politique Vivre tous ensemble, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Alors, c'est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Au point 10.1, suivant la recommandation du comité exécutif du 7 mai 2019, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne nomme Mme Hélène Axam à titre de directrice des ressources humaines à compter du 10 juin 2019. C'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Bellavance. Au point 10.2, suivant la recommandation du comité exécutif du 7 mai 2019, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne nomme Mme Nadine Lucier à titre de directrice de relations avec les citoyens et des communications à compter du 27 mai 2019. Alors, c'est proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Simon Paquin. Au point 11.1, attendu que l'entente en vigueur avec la ville de Sainte-Thérèse pour l'entraide en matière de protection incendie vient à échéance le 22 novembre 2019. Attendu qu'un avis de non-renouvellement doit être transmis au moins 6 mois avant l'expiration de l'entente par l'une ou l'autre des parties qui veut y mettre fin ou la revoir. Attendu que les modalités de contribution financière sont prévues à l'article 10. Attendu que l'annexe C doit être modifiée, considérant que le service d'incendie de Terrebonne possède maintenant une unité de ravitaillement en air. Attendu qu'il y ait lieu de modifier l'article 10 et l'annexe C avant de la renouveler. Attendu que la direction de l'incendie a débuté des discussions avec la direction incendie de la ville de Sainte-Thérèse. Attendu la recommandation du comité exécutif. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne informe la ville de Sainte-Thérèse du non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'entraide en matière de protection incendie devant prendre fin le 22 novembre 2019 et que des pourparlers pour une nouvelle entente soient entamés entre les parties. Alors, c'est proposé par Dany Saint-Pierre, appuyé par Éric Fortin. Alors, donc, pour les points qui étaient à l'ordre du jour, nous arrivons les minutes des membres du Conseil. Alors, tout d'abord, je céderai la parole à Mme Nathalie Ricard. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. Alors, en compagnie de mes collègues Serge Gagnon, Éric Fortin, Nathalie Bellavance, Réal Leclerc, Simon Paquin, Brigitte Villeneuve, Robert Brisebois, Yann Maisonneuve et moi-même, avons été aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui avaient lieu du 8 au 11 mai dernier. Ce fut l'occasion d'échanger entre municipalités sur nos meilleures pratiques et ainsi s'entraider tout en découvrant ce qui se fait de mieux ailleurs. Nous avons aussi profité de l'occasion pour rappeler aux paliers gouvernementaux de Québec et d'Ottawa les besoins des villes et nos attentes sur plusieurs dossiers, comme le financement des infrastructures, nos besoins fiscaux et plusieurs autres. Le premier ministre du Québec, François Legault, est venu nous présenter son plan pour créer un réel condition gagnante dans la réalisation gouvernement de proximité que sont les villes, le gouvernement du Québec. Terrebonne n'est pas reparti les mains vides, puisque notre maire s'est fait élire sur le comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec, ce qui permettra à notre ville de se faire entendre dans le milieu décisionnel et de porter notre message tant qu'à nos besoins. Merci. Merci. Alors, M. Éric Fortin. Oui, bonsoir, M. le maire, merci. Pour une première fois, le conseil de ville a lieu dans le quartier numéro 6. Donc, je voulais remercier tous les membres du conseil de venir dans le meilleur quartier de la ville de Terrebonne. Donc, merci de votre présence. À titre du président du comité de toponymie, je suis fier d'inviter les citoyens à présenter leur candidature afin de se joindre au comité consultatif de toponymie. Vous commencez à le savoir, notre administration croit à la participation citoyenne et nous en faisons encore une fois la démonstration. Notre ville est en constante croissance et nous devons régulièrement nommer de nouvelles voies de circulation, des lieux et des parcs publics. La toponyme est une grande importance non seulement pour faciliter nos déplacements et repérer certains lieux, mais aussi pour honorer la mémoire de nos patrimoines culturels locaux. Dernièrement, la Ville a adopté le règlement numéro 665 constituant un comité consultatif de toponymie le 21 septembre 2016. Récemment, une modification à ce règlement permettait
permet maintenant la participation d'un membre citoyen de Terrebonne. Le mandat de ce comité consiste à procéder à l'analyse des demandes de toponymes et à émettre des recommandations au conseil municipal. Pour soumettre vos candidatures, les citoyens doivent, entre autres, être disponibles de jour et être résidents de Terrebonne. Les citoyens intéressés sont invités à consulter la section « Citoyens recherchés, comité consultatif de toponymie » située sur l'onglet « Urbanisme durable » du site Internet de la Ville et devront soumettre leur candidature en ligne avant le 26 mai, 23h45, donc le 26 mai prochain. Par la même occasion, je tenais à féliciter l'Astro de l'école primaire de l'Étincelle, donc l'école ici même, qui a remporté la finale de championnat de la Ligue MBA, donc la semaine dernière, et ce pour une deuxième année de suite. Félicitations aux joueurs, ainsi qu'à l'équipe d'entraîneurs Martin Gauthier, Richard Gagné et Bernard Devilliers. En terminant, vendredi dernier se tenait la collecte de sang à la mémoire de Julie Ouimette. La collecte a reçu 232 donneurs sur un objectif de 175. Donc, ça a été un vif succès sur toute la ligne. Merci aux donneurs et aux bénévoles. Merci. Merci. Alors, Mme Brigitte Villeneuve. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Chers citoyens et citoyennes, comme présidente de la Commission des sports, loisirs et plein air, je vous annonce qu'il y aura une soirée reconnaissance pour les athlètes des Jeux du Québec d'hiver, samedi le 25 mai de 16h à 17h30 à la Cité des sports. Plus de 50 athlètes. Alors, soyons fiers de nos jeunes. J'ai une petite annonce aussi pour dans le Terrebonne secteur de la Plaine. Les Chevets de colon de la Plaine organisent une levée de fonds pour un magnifique souper au homard à volonté, pour ceux qui aiment beaucoup le homard, samedi le 25 mai à 18h à l'école du Jet Bleu. Si vous voulez avoir des billets, vous avez juste à contacter les Chevets de colon du secteur de la Plaine. Merci. Merci. Monsieur Marc-André Michaud. Ça sent bien. Excusez, ça sent bien. Bon, ben moi aussi, d'ailleurs, j'ai une soirée au mort à vous faire part, en fait. C'est pour le 25 mai qui s'en vient, en fait, à 18h au café étudiant du Cégep de Terrebonne, en fait. C'est concernant la fondation du Cégep de Terrebonne, effectivement. La fondation du Cégep de Terrebonne, dans laquelle je siège dessus, est une fondation dans laquelle on vient en aide aux étudiants du Cégep de Terrebonne, justement, à financer des projets, à pouvoir les aider, surtout dans la réalisation de ces projets-là. C'est une jeune fondation, ça fait pas longtemps qu'elle existe, et elle a besoin d'un petit coup de main aussi pour venir en aide, justement, à ces étudiants que, d'ailleurs, je fus jadis part de ce cégep. Et donc, le coût du billet est de 100 $, mais vous avez des homards, je vous le dis, à volonté, puis même pour ramener chez vous par la suite. Fait que c'est un incontournable, donc vous pouvez venir, vous pouvez toujours vous inscrire, le tout est en ligne, ou bien vous pouvez m'en faire part aussi, on va s'arranger pour que le tout soit réglé. Merci à vous. Merci. Alors, M. Simon Paquin. Oui, dans le fond, cette semaine, nous sommes dans la semaine québécoise des familles qui a débuté aujourd'hui et ce jusqu'au 19 mai. Il faut se rappeler quand même que c'est l'Assemblée générale de l'ONU en 1993 qui a proclamé le 15 mai Journée internationale des familles. Alors déjà 25 ans maintenant que cette journée est réservée aux familles. Et c'est le Québec pour un Québec famille qui lance le thème. Et c'est sous le thème cette année, c'est le temps d'un vrai Québec famille. Alors, il est venu le temps, voilà, de nous donner un nouveau projet de société qui permet à chaque famille d'avoir une vie plus équilibrée, plus humaine et qui soit en mesure de mieux soutenir celles qui ont besoin des besoins particuliers. Les temps changent et nous amènent à réinventer notre société. Nous sommes de plus en plus nombreux à rêver d'un vrai Québec famille. Alors, on incite la population à soutenir, entre autres, les organismes qui œuvrent auprès des familles sur notre territoire et peut-être prendre un moment de réflexion pour voir comment on peut améliorer la qualité de vie de nos familles sur notre territoire. Voilà. Merci. Alors, c'est ce qui met un terme aux différents mots des membres du Conseil. Nous arrivons donc à la deuxième période de questions. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'avancer, c'est les mêmes règles que l'habitude. Alors, 5 minutes de questions avec un court préambule en introduction. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Daniel Dugrenier. 3985 du Rocher à Terrebonne. Moi, je veux savoir, vous avez les réparations là, que vous faites sur les chemins, là, et puis on est bondé de poussière. Ils ont étendu des gars de gravelle, et puis les autobus, les trucks, les chars, tout le monde passe par là, et on se fait poussiérer, là, c'est écœurant.
Y a-t-il un moyen d'étendre de l'eau, premièrement, parce qu'on n'étend pas? Et puis, y a-t-il un moyen de limiter le trafic? Moi, je pense qu'à un moment donné, tant qu'il arrive une section où il y a des réparations majeures comme ils sont là, c'est seuls les résidents qui habitent là devraient être capables de circuler. Donc, tout le monde circule par là. Il y a des barreaux qui marquent, il y a quand même des pancartes qui marquent pas passer, mais les montres contournent tout ça, puis ça passe tout sur du rocher, et puis on se fait tout empoussiérer, puis ça va pas 30 km, là. Ça roule. Moi, je commence à être tanné, puis je me demande, j'allais jusqu'à fin de juin, je me demande comment on va être, là. Y a-t-il un moyen de regarder ça quelque part? Au moins, je pense que où est-ce que les gens travaillent, bien, la circulation devrait être réservée aux résidents. Que les autres personnes fassent les détours. Parce que moi, si, mais que ça y rendu sur des rochers à Angora, bien, je vais faire mon détour, moi aussi. Fait que je pense qu'il y a un moyen d'améliorer la situation. Puis l'eau, là, ils n'en mettent pas. Pas compliqué. Puis les autobus, ça roule. Tu devrais voir la poussière, là, qui lève de là. Je vous invite de venir voir ça dans ma cour. Ça a de l'air, là. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre commentaire. Écoutez, je sais que pas plus tard que ce soir, il y a eu une rencontre, notamment sur les 2 principaux chantiers. Je ne sais pas si M. Paquin pourrait peut-être faire un résumé parce qu'il y a eu des changements sur l'enjeu de la poussière, mais je pense qu'on en prend bonne note là, parce que c'est effectivement pas évident. Ça fait partie des enjeux qui ont été avancés en rencontre avec la direction générale et la direction du génie, pas plus tard que cet après-midi. Il y a eu une demande pour qu'il y ait de l'eau qui soit étalée dans les prochains jours. Il y a aussi un aspect au niveau de la circulation locale, mais une des demandes qui avait été faite par moi et Mme Desbiens au moment de la planification de ces travaux-là, c'était que la circulation dans le sens du trafic soit permise pendant les heures de pointe pour essayer de désengorger quand même la circulation dans tous les détours qu'il pouvait y avoir. Ça pourra être fait dans les prochains jours, là. Mais il y a un enjeu au niveau de la nappe phréatique. C'est pourquoi, dans le fond, là, on fait faire tous les détours à tout le monde actuellement. C'est qu'il y a un enjeu avec la nappe phréatique qui est très haute. Fait qu'il faut qu'il creuse ou qu'il draine l'eau là, pour la sortir, pour qu'il pompe l'eau. Parce que la nappe phréatique dans le secteur, un peu partout, même dans Terrebonne, est très haute. Mais il y aura des voies de contournement et on est en discussion avec la direction concernée pour améliorer la circulation durant les travaux et aussi réduire la poussière et les effets désagréables que vous vivez en quelque sorte. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'avancer à l'avant? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous arrivons donc à la fin. Je veux rappeler aux citoyens que la prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu à l'édifice Louis-Lepage dans le Vieux-Terrebonne, au 754 rue Saint-Pierre. Ça aura lieu le lundi 27 mai, donc dans 2 semaines. Il y aura une séance du conseil municipal à 19h30 le 27 mai. Alors, pour la levée de l'Assemblée, alors M. Robert Brisebois, appuyé de Serge Gagnon. Alors, c'est ce qui met un terme à notre séance ce soir. Merci. Bon retour à tous.